De retour à Du M le midi jusqu'à 14h. Éric, on s'y perd quasiment, mais il me semble qu'il y a des mouvements politiques qui se lancent à gauche et à droite. Il est à veille d'avoir plus de partis puis de mouvements politiques que de citoyens impliqués au Québec. Oui. On a vu que, juste en fin de semaine, on n'a pas besoin de remonter au calendrier grec, là, en fin de semaine, on a eu un collectif ou convergence nationale de souverainistes de gauche. On a aujourd'hui, dans quelques minutes, Adrien Pouliot, l'ancien militant de l'ADQ, homme d'affaires bien connu de Montréal, ex-propriétaire de CFCF ici à Montréal et de TQS, qui va annoncer, selon mes informations, selon toute vraisemblance, qu'il se portera candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Là, un poste qui va lui tomber dans les mains, là, on s'entend que... Là, il y a une course présentement, on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Puis là, en studio, aujourd'hui, on reçoit aussi Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui, lui, vient nous parler d'un autre mouvement qui a vu le jour ces dernières heures, qui s'appelle Génération Nationale. Simon-Pierre, bonjour. Salut Éric, ça va? Oui, c'est quoi cette affaire-là de génération pas montante? Ben oui, c'est la génération montante. On espère être une génération montante. Mais c'est génération nationale. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on est un mouvement de jeunes qui ont gravité dans toutes sortes de mouvements, ont gravité dans toutes sortes de partis politiques indépendantistes, ça c'est certain, mais qui s'unissent maintenant autour d'une idée, autour de quelques points globaux, en fait, je dirais, quelques points qui sont liés à notre vision qu'on a du Québec, de l'identité nationale et du projet indépendantiste. Puis ça, c'est très important aussi dans notre... Mais là, si j'ai bien compris, vous êtes un rassemblement plus entre guillemets conservateur là, que ce qu'on retrouve normalement dans la mouvance souverainiste au Québec. Vous vous inscrivez en faux contre la Convergence nationale, contre Québec solidaire, contre tous les groupuscules de gauche du mouvement indépendantiste. Est-ce que c'est quoi votre objectif, de vous distancer d'eux autres, de vous montrer qu'il y a pas, c'est pas monolithique à gauche du côté indépendantiste? Écoute, commençons par une vérité. Je crois que personne n'est contre la vertu. On peut pas être contre l'unité comme on peut pas être contre la vertu. Cependant, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est les conditions d'une telle unité, les conditions qu'il y aurait d'une éventuelle alliance chez les partis souverainistes, parce qu'on sait qu'un de ces trois-là a une hiérarchisation des priorités où l'indépendance est une valeur presque négligeable. Là, on parle de Québec solidaire. Oui, exactement. Mais on pourrait parler aussi à l'extérieur des partis politiques, on pourrait parler des centrales syndicales pour qui aussi l'option indépendantiste, c'est un moyen de faire la promotion de leur agenda gauchiste. Donc, c'est difficile d'avoir des alliés comme ça puis d'avoir un discours cohérent en tant que coalition. Ben, soyons clairs. Écoute, c'est évident que ces gens-là ont leur place, que la gauche politique est totalement légitime dans le Québec d'aujourd'hui. Mais est-ce que cette gauche politique-là doit avoir le monopole sur un projet qui est un projet de pays qui devrait être ni gauche ni droite? Normalement, c'est fondamental. Toi-même, si je me trompe pas, t'es parti du Bloc pour ces raisons-là. Ben oui, mais sauf que c'est justement le Bloc québécois, puis le Bloc québécois, rappelons-nous, a été formé quand même par des députés conservateurs à Ottawa. C'était pas des gauchistes qui ont fondé ça. Lucien Bouchard, il y a pas beaucoup de monde au Québec qui l'associe spontanément à la gauche syndicale ou étudiante. Mais comment ça se fait que le mouvement indépendantiste a perdu ça? Parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que c'est une pâle copie syndicaliste gauchiste, que le mouvement indépendantiste est comme dilué puis est devenu l'otage des groupuscules de gauche. Comment ça se fait que cette dérive-là s'est produite? Ben, je dirais que c'est une grave erreur dans les années post-référendaires où, après, on a parlé souvent des propos de Parizeau, on a parlé de l'arrivée de Bouchard notamment, où on était en train de se chercher un nouveau discours pour paraître probablement plus moderne, plus progressiste, plus tout ce que tu veux. Et là, évidemment, on s'est collé sur encore plus davantage sur nos alliés traditionnels qui étaient les syndicats. Quand je dis nous, c'est évidemment le mouvement souverainiste officiel et non pas la tendance que je représente. Là. Mais pourquoi ne pas former une coalition plutôt avec les gens de droite puis rester avec les gauchistes, puis essayer de faire une coalition, même en sachant d'avance que vous allez être minoritaire, puis que ultimement vous allez être bulldozé? Pourquoi continuer à vouloir faire une alliance stratégique avec des gens avec qui vous avez bien peu en commun? Ben écoute, le problème principal, à mon avis, c'est notamment le fait que la droite, comme tu l'as si bien dit, a été écartée du souverainisme officiel depuis trop longtemps. Maintenant, cette droite-là, est-ce qu'il y a moyen d'aller la chercher avec un projet recentré, un projet plus identitaire, plus national, qui fasse une place à l'ensemble des composantes d'une éventuelle coalition? Moi, je pense que c'est possible, puis c'est en quelque part pourquoi on a fondé Génération Nationale aujourd'hui, pour combler un vide qui existe. Ça va être qui, Génération Nationale, puis qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, pour commencer, on fait un événement de lancement vendredi prochain. Puis je t'invite et j'invite Monsieur Gagné également. Et puis, j'invite l'ensemble de vos auditeurs. Ça va être à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, au 82 Sherbrooke-Ouest,
À 19h30, vendredi prochain, on va avoir Jamila Benhabib et Mathieu Bock-Côté comme orateurs notamment. Est-ce que la SSJB est associée à ça? Non, c'est tout simplement parce que c'est une salle, une très belle salle d'ailleurs pour commencer. Une salle qui est assez connue aussi des milieux militants, donc une salle qui est pas étrangère, qui dépaysera pas trop les gens. Pauline Marois, dans la campagne électorale, avait fait une espèce d'admission, puis elle a été obligée de reculer quelques heures plus tard, où elle avait dit que les conservateurs étaient pas bienvenus au Parti québécois et elle les invitait à aller à la CAQ. Est-ce que vous avez pas compris son message ou quoi? Ben écoute, je suis de l'avis que c'était une grave erreur. Est-ce qu'elle a mal compris la question comme elle l'a dit? J'en ai aucune idée. Il l'a répété 2 fois, puis elle a répété 2 fois qu'il n'y avait pas d'affaire dans le mouvement souverainiste. Soyons sérieux quand même que dans une fin de campagne, ça se peut qu'on soit épuisé. Puis je veux juste pas présumer de la mauvaise foi qu'elle a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas, puis que ses conseillers ont dit quand t'es revenu dans l'autobus, t'es-tu folle? Faut retourner dire le contraire, puis ressortir. Mais Pauline Marois, si tu dis ça serait ce qu'elle pense profondément, mais quand on regarde son parcours, elle a pas toujours été la porte-parole de la gauche au sein du Parti québécois. En fait, il y a eu 2 moments à gauche, ça a été 2005 et depuis que son leadership a été menacé en 2011 après les démissions. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, en 2007, quand elle est arrivée après Boisclair, elle est arrivée avec un projet de renouvellement de la social-démocratie. Elle a expulsé le SPQ libre et elle avait fait un congrès sur le développement économique. Mais après ça, son leadership a été miné, puis a été affaibli, puis elle est obligée de se rabattre sur sa base qui était plus syndicale, et là, elle a fait un virage à gauche. Exactement. Mais en fait, c'est l'éternel le problème de la réelle politique. La réelle politique, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'en quelque part aussi, on veut avoir une force aussi conservatrice. Mais si comme vous on avez peut des l'appeler. convictions de droite, allez-vous commencer à établir un dialogue? Par exemple, on annonce qu'aujourd'hui, Adrien Pouliot va se présenter à la direction du Parti conservateur du Québec. Vous réclamez du conservatisme. Allez-vous dialoguer avec ces gens-là? Avez-vous une ouverture envers des gens comme Adrien Pouliot? Écoute, on dialogue avec tout le monde. Tant que le projet national est là, les gens peuvent avoir leurs valeurs de gauche ou de droite, leurs étiquettes personnelles, il n'y a pas de problème avec ça. Mais comme institution, on est prêt à parler avec tout le monde, évidemment, parce que nous, on fait la promotion d'une idée, on fait la promotion d'un projet, puis tous ceux qui veulent y adhérer en feront partie. Puis évidemment, on va parler avec ces gens-là pour savoir, est-ce que M. Pouliot, que je connais très peu d'ailleurs, il y a sûrement des choses intéressantes à dire de pourquoi lui n'est pas au départ intéressé par ce projet-là. Puis on va essayer de combler ce manque-là. Parce que le but, c'est pas de rester avec nos appuis actuels, c'est de s'élargir aussi. Simon-Pierre Savard-Tremblay, t'as été connu à l'époque où t'étais au Bloc québécois, t'as été président de la commission jeunesse, du Forum jeunesse du Bloc. Est-ce que c'est une rupture avec le Bloc? C'est parce que tu t'es plus capable de militer à l'intérieur du mouvement souverainiste? Est-ce que c'est pour ça que vous faites une organisation parallèle parce que vous avez plus de place à l'intérieur des structures du Bloc et du Parti québécois? Non, en fait, même je suis content du réalignement que le Bloc est en train de faire depuis... Sous leadership de Daniel Payet? Exactement. Ben, il est venu dans tes studios il y a quelques mois, puis j'ai eu l'impression qu'il y avait une certaine communauté d'esprit, même à certains moments. Ah, t'as vu ça, toi? Ouais, j'ai senti ça, en tout cas. Et puis, je trouve qu'il y a un réalignement intéressant. Maintenant, pourquoi on fonde notre mouvement à part? Parce que justement, on n'est pas un mouvement qui va traiter de l'ensemble des enjeux, qu'on est très ciblé sur certaines questions. Comme là, vendredi, quand vous allez vous réunir, c'est de quel sujet vous allez discuter avec Bock-Côté puis avec Jamila Benhabib? Écoute, beaucoup la jeunesse, beaucoup les courants antinationaux qui traversent actuellement le Québec, malheureusement. Autrefois, on a parlé longtemps de la gauche multiculturelle. Maintenant, il y a une certaine droite, puis je dis pas que t'en fais partie nécessairement, mais il y a une certaine droite qui se qualifie presque d'anglomane, qui est pâmée devant tout ce qui est culture américaine, devant tout ce qui est mondialisation culturelle. Puis ça, à mon avis, c'est des dangers auprès de la jeunesse québécoise et il faut qu'il y ait une alternative auprès de la jeunesse, une alternative nationaliste auprès d'elle. Parce que l'idée de nation, l'axe national doit encore primer. Mais l'axe nationaliste, c'est le multiculturalisme, c'est l'interculturalisme. Ah non, mais écoute, là t'amènes le concept de l'interculturalisme. Moi, je suis d'accord avec toi. Les deux, on est d'accord là-dessus. L'interculturalisme, c'est une autre façon d'appeler le multiculturalisme, mais de se donner des airs un peu distincts du modèle canadien. Ben, on va vous souhaiter bonne chance. Merci d'être venu nous visiter, Simon-Pierre. Puis vendredi, ceux qui s'attendent d'entendre Jamila Benhabib ou Mathieu Bock-Côté, vous savez où les trouver. Merci. Merci à toi. Le midi, tu aimes.